Quel est le point commun entre Katie Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Je m'appelle Axel Etienne, j'ai 21 ans et je suis sportive de haut niveau en BMX Race. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est du coup, c'est BMX Race ? Oui, c'est ça. Ok. Il existe deux types, il existe aussi le freestyle, ce que je ne fais pas, et du coup je fais de la race. Donc tout ce qui est course, compétition, où on est à 8 sur la piste et le but c'est d'aller le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée. Ok. Et du coup le BMX freestyle c'est complètement différent ? Oui, c'est noté sur les figures en fait. D'accord. Et du coup, oui, c'est complètement différent. Ils sont tout seuls et ils font le plus de figures possible. Est-ce que tu pourrais me raconter ton souvenir de sport lié à l'enfance, ton premier souvenir de sport? Mon premier souvenir de sport, donc pas forcément le BMX, je suppose. Ouais, non, n'importe. Le premier sport que t'as fait. J'adorais courir. Enfin, c'était pas vraiment un sport, mais j'adorais courir. Et sauf que j'avais vraiment des grandes jambes, donc je tombais tout le temps en fait. Je m'en mêlais les pieds. Et parce à la que cour t'as de toujours récré, été grande. Oui, toujours. Surtout quand j'étais petite, j'ai vraiment grandi très vite. J'ai arrêté très vite aussi. À 13 ans, j'avais ma taille de maintenant. Donc c'est vrai que c'était un peu dur. Je prenais des 10 cm dans l'année. Ah ouais. Et j'avais un peu du mal à contrôler mes jambes, ouais. La première fois que t'as touché au BMX, c'était quand ? La première fois que j'ai touché au BMX, c'était à 7 ans et demi plutôt. Ah oui, donc super jeune. À peine t'as appris à faire du vélo, t'as fait du BMX. Non, j'avais appris depuis bien longtemps quand même. Mais du coup, en fait, c'est mon frère qui en faisait avant. D'accord, Avant moi, il a commencé avant moi. C'est ton grand frère ? Voilà, mon grand frère. Et il voulait que j'en fasse. Et du coup, j'ai essayé comme ça, en fait. Ok. Et j'ai commencé les compétitions directement après avoir essayé. En fait, j'aimais que ça au début. J'aimais pas les entraînements. Donc, faire tenir dans un sport où j'aime pas les entraînements, mais que les compètes, ça aurait été un peu compliqué. Ok. Et donc, en fait, tes entraînements en BMX, les mecs sont avec les meufs, sont mélangés, en fait. À l'entraînement, oui. D'accord, ok. Et par contre, pas en compétition? Non, pas en compétition, sauf en régional. Donc, en région Île-de-France, les filles sont mélangées avec les garçons. Okay. C'est pas dans toutes les régions. Et du coup, moi, j'ai de la chance de pouvoir rouler avec les garçons où le niveau est vraiment plus serré, où il y a plus de monde. Parce que rouler à 4 filles, 5 filles dans une course, c'est pas top en régional. Alors que pouvoir rouler avec 40 garçons, c'est beaucoup plus intéressant. Et pourquoi, en fait, il y a que 4-5 filles? C'est parce qu'il y a beaucoup moins de filles qui font le sport. Oui, il y a beaucoup moins de filles dans le BMX que de garçons. C'est plus un sport masculin. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup moins. Au niveau national, on est beaucoup. On peut avoir des quarts, donc on est à peu près une quarantaine de filles. Mais au niveau régional, quand j'étais plus jeune, on était, pas beaucoup de filles avec des grands écarts d'âge. Donc, Ah oui, d'accord, ok. Et comment ça se passait, du coup, l'entraînement avec les garçons? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es pas sentie à ta place? Est-ce qu'à un moment, tu as dû jouer un peu des coudes pour te faire ta place en tant que femme dans le BMX? Je me suis toujours sentie à ma place. J'ai eu de la chance. En fait, j'étais vraiment, vu que j'adorais les compétitions et que j'aimais pas perdre, du coup, je voulais vraiment progresser, je pense, et à l'entraînement, quand il y avait des mini-courses avec les mecs, c'était pareil que si c'était avec les filles, j'allais vraiment à fond. Donc, j'ai toujours été à ma place en entraînement. Du coup, là, en ce moment, je suis dans un pôle France, le pôle olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Okay. Du coup, j'ai 2 entraînements par jour. C'est vraiment différent de quand j'étais jeune. J'ai des muscus, j'ai des sprints, j'ai des séances techniques, j'ai des séances avec le kiné. Parce que là, tu prépares quelque chose en particulier? Oui, les Jeux de Tokyo. Oui, donc du coup, c'est vraiment intense au niveau entraînement. Ouais. Et même du coup, avec les cours, du coup, je prends moins de cours, je dédouble mes années. Je suis en école de kiné. D'accord. Donc du coup, pour avoir plus de temps, je passe ma première année en plusieurs années, en fait. Je dédouble. Et du coup, ça me laisse vraiment beaucoup de temps pour m'entraîner. Et je peux m'entraîner 2 fois par jour, donc c'est super. Est-ce que tu vis de ton sport? Et sinon, qu'est-ce que tu fais à côté, quoi? Oui, la fédération, elle m'a trouvé un contrat d'insertion professionnelle avec l'armée. Okay. Donc je suis dans l'armée de champions.
D'accord. Et dans le bataillon de Joinville. Et du coup, oui, ça m'aide à financer mes cours, le sport, mon logement, etc. Donc, c'est vraiment cool d'avoir cette aide financière. Et aussi, je suis aidée par quelques sponsors. Mais le plus gros, ma principale source de revenus, c'est vraiment l'armée. D'accord, ok. Et donc, ça te prend combien de temps à peu près dans ton agenda? Genre, c'est intégré complètement à ton entraînement ou c'est... En fait, avec l'armée, on a des événements auxquels on doit assister. On a des semaines de formation, mais c'est vraiment très court. En fait, ils veulent pas nous prendre sur le temps d'entraînement. D'accord. Et du coup, dans l'année, c'est vraiment peut-être 2-3 semaines qu'on doit à l'armée dans l'année. C'est très, très court. Et puis, des événements auxquels on assiste. Ok, mais du coup, c'est quoi ton rôle dans l'armée, en fait? C'est quoi ton... En fait, je pense que je représente un peu l'armée. Du coup, à travers ça, à travers mes résultats, à travers mes compétitions, je porte le logo de l'armée. Donc, d'accord, voilà. Ok, c'est comme un sponsor un peu, quoi. Voilà. Ok, ça roule. Et est-ce que il y a des idées reçues de ta discipline auxquelles tu as dû faire face et contre lesquelles tu t'es battue? Tout le monde dit « Ah oui, c'est dangereux », mais en même temps, c'est vrai, c'est très dangereux. Donc, ce stéréotype est vrai. Ou sinon, les gens me disent « Vous faites que tomber ». C'est vrai qu'on tombe assez souvent, donc ça dépend des courses. Mais après, en général, c'est quand les pistes, elles sont dangereuses ou quand les conditions climatiques, elles sont mauvaises, on a plus tendance à tomber. Et ça t'est arrivé de tomber? Oui, ouais. Souvent. C'est vrai? Oui. Et du coup, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que tu es éliminé de la course ou tu dois remonter sur le vélo et repartir? Ça dépend des tours. Ça dépend aussi à combien on tombe. En fait, il faut savoir que dans une course, on est 8 pilotes. C'est les 4 premiers qui passent au prochain tour. Ok. À part, il y a plusieurs types de formats, plusieurs courses, mais par exemple, en national, en Coupe de France, on a 3 manches où il faut se qualifier, donc avoir 12 points pendant ces 3 manches. Donc, en gros, faire 3 x 4 pour pouvoir se qualifier. Donc, si on tombe pendant une manche, on a toujours le temps de se rattraper les 2 autres. D'accord, ok. Par contre, si on tombe dans des phases finales, par exemple en quart ou en demi, où c'est que les 4 premiers qui passent, là, ça va être compliqué de passer, surtout si on tombe tout seul. Je pense que la course qui dure 30 secondes, le temps de se relever, les autres, ils ont déjà fini. Après, s'il y a une chute à plusieurs, c'est possible de passer. Ah oui? Oui, des fois, ça arrive qu'on tombe à 4, 5 pilotes, et du coup, il reste une place, on se relève le plus vite possible, mais c'est assez rare. D'accord. Et du coup, on peut se qualifier pour le tour suivant. Ok, et comment ça se passe au niveau de la compétition? Tu m'as dit que t'aimais bien la compétition, que t'aimais bien gagner et tout. Comment ça se passe face aux autres filles à qui tu fais face? Justement, il y a de plus en plus de niveaux, de plus en plus de concurrentes. Le niveau est très dense chez les filles maintenant, au niveau international surtout. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça fait très plaisir en fait de rouler parce que pour l'instant, j'ai jamais gagné une Coupe du Monde en international. Et c'est vrai que c'est challengeant en fait. Ça donne envie et ça donne envie de s'entraîner encore plus pour faire les meilleurs résultats possibles. Il y a beaucoup de niveaux, donc ça fait encore plus plaisir que de gagner une course alors qu'on sait qu'on va gagner en fait. Et du coup, il n'y a pas de mauvais esprit ou quoi que ce soit? Je pense que ça arrive, ça dépend des personnes. Après, chaque personne est différente. Mais j'essaye de m'entourer de bonnes personnes et de ne pas faire attention aux critiques, aux remarques ou aux mauvaises perdantes parce que ça ne sert pas au final. Est-ce que tu as un événement qui t'a fait te sentir ultra puissante un jour et tu t'es dit « Yes, j'ai gagné, j'ai réussi ». Qu'est-ce qui t'a fait sentir comme ça? Je pense que la fois où, mon meilleur souvenir, c'était l'année dernière au championnat du monde, quand j'ai fait 3e en élite, après une année de blessure, en fait, une année très dure, où j'ai totalement perdu confiance en moi parce que je m'étais blessée à l'épaule, tendon, tendinite, etc., tendon déchiré. Aïe, c'est en tombant ça? Oui, en tombant en BMX. Et du coup, c'était très, très dur de revenir et j'ai fait un gros travail mental, mais aussi physique avec les kinés pour mon épaule et aussi technique parce que j'avais arrêté de rouler pendant des mois. Et c'est vrai que c'était très dur et de revenir et de faire cette place au monde, c'était incroyable, j'y croyais pas en fait. Et je me suis dit, mais oui, j'ai pu le faire, c'est énorme et oui, je suis fière de moi. Et voilà. Et du coup, tu me parlais de la blessure et de perdre confiance en soi. Oui. Est-ce que c'est un vrai truc ça dans le sport quand tu te blesses, qu'est-ce qui se passe face à ses entraîneurs et tout? Je pense que c'est très dur de réagir face à une blessure, de se remotiver et de se dire c'est pas perdu parce qu'en fait, on arrête de faire ce qu'on aime. On est écarté des pistes, on est écarté des entraînements et ça, c'est très dur.
Mais au final, il faut pas se laisser abattre, il faut vite reprendre l'entraînement, vite oublier la douleur, je pense. Et c'est ça qui est dur à faire parce qu'on a des faiblesses, on a mal et on roule pas comme d'habitude au final en reprenant. Quand on reprend, on a perdu beaucoup de choses sur lesquelles on avait travaillé pendant des mois. Donc c'est super dur au final. Donc le BMX, c'est d'abord un sport individuel. Oui. Et du coup, tu te retrouves aussi en équipe là ? Voilà. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver du coup, avoir une responsabilité au sein d'une équipe ? Je suis fière d'être dans l'équipe de France parce que ça m'apporte plein de choses. Déjà, de découvrir les pistes en avance. Pour au niveau des déplacements, tout est facilité. On n'a pas à penser à je dois réserver l'hôtel, je dois m'inscrire, je dois ceci, je dois cela. Et on est bien entouré, on a des kinés, etc., etc. Donc d'être dans une équipe, c'est sûr que c'est bien. En plus, on est à plusieurs. Donc on peut s'entraîner avec des personnes qui ont du niveau. Et c'est vrai que c'est cool et que ça fait progresser. Et c'est vrai qu'on a plein d'amis en dehors de la piste, mais qu'une fois la course lancée, c'est la course et faut pas faire de cadeaux parce que voilà, il n'y a pas d'amis, on n'a pas le temps de regarder. Ah, c'est peut-être mon ami à côté de moi, je vais. Non, il n'y a pas le temps et on réagit pareil, quelle que soit la personne au final. Est-ce que tu as un modèle d'athlète ou de femme qui t'a inspiré un peu dans ton sport ou même en dehors ? Dans mon sport, c'est vrai que je trouvais qu'il y en avait beaucoup qui roulaient bien. Après, j'ai pas de nom particulier parce qu'en plus, là, maintenant, je roule avec elle. Donc, ça doit te faire bizarre, ça. C'est tes anciennes idoles, en fait, avec qui tu roules maintenant ? Oui, voilà. Au début, ça faisait bizarre quand j'étais en junior, assez jeune, vers 17 ans. Je me disais, ah ouais, je roule avec un tel, c'est génial. Et maintenant, j'ai l'habitude et je suis fière aussi de rouler avec elle et de me confronter au plus grand niveau. Mais oui, il y en a plusieurs, en fait. Il y en a plein. Il y en a plein, une tonne. Pour finir, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à toi-même si tu pouvais te donner un conseil la première fois que tu as fait une compétition de BMX ? La première fois que je fais une compétition, ça remonte à longtemps. Le conseil que je me donnerais, c'est, je sais pas, fais-toi plaisir. Je pense que je me fais toujours plaisir en compète. Et si je me fais pas plaisir, il y a le stress qui vient et c'est pas agréable. Ouais. Donc j'essaye vraiment de me faire plaisir en compétition. Merci beaucoup en tout cas Axel d'être venue parler au micro de Conquérante. Merci. Donc je m'appelle Anaïs, j'ai 18 ans, je suis pratiquante du BMX Race depuis 15 ans et je suis au pôle olympique en tant que partenaire d'entraînement pour cette année. Le pôle olympique, c'est le pôle France où il y a les meilleurs pilotes français, il y a les pilotes de l'équipe de France qui s'y entraînent. Et donc je suis partenaire d'entraînement, ce qui veut dire que je roule qu'avec eux. En fait, je partage que l'entraînement piste avec eux et tout ce qui est musculation et tout ça, je fais toute seule à la maison. J'ai une salle de musculation chez moi. J'ai l'impression que c'est un peu une tradition familiale, du coup, la culture BMX, la culture du deux roues, du vélo. Oui, c'est exactement ça. Mon père faisait du motocross avec ses frères. Et après, c'est descendu en BMX et puis ça reste en BMX. Ok, et du coup, comment il se sent par rapport à toi ? Est-ce que vous faites encore du BMX ensemble ? Est-ce que c'est un truc que vous partagez ? Alors, mon frère, il a eu une leucémie, donc un cancer du sang en 2013, ce qui a fait que j'ai un petit peu stoppé les compétitions. Et du coup, après, j'ai repris, je suis allée en sport-études et tout ça, et lui, il en faisait plus pour s'amuser. Il a essayé de retourner à la compétition, mais il a préféré se focaliser sur ses études. Donc c'est un peu quelque chose que je pratique maintenant toute seule, mais c'est pas pour autant qu'ils sont pas à fond derrière moi quand je fais du BMX. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a persuadé de continuer dans le BMX ? Et parce que j'ai remarqué au fil de mes interviews de Conquérante que les jeunes femmes avaient tendance à arrêter le sport au bout d'un moment parce que les études ou quoi que ce soit. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer ? Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie de continuer ? Déjà, j'ai une grosse motivation par rapport à ce qui arrive à mon frère parce que j'ai envie en fait que j'arrive un peu pour nous deux parce que lui, il a dû s'arrêter alors qu'il était très bon. Ouais. Donc déjà, ça, c'est une grosse source de motivation. Ensuite, en fait, plus on avance dans le temps, plus on fait des résultats, plus on a envie de continuer. Donc ça aussi, c'est une énorme source de motivation. Puis je pense que les études, tant que ça marche en parallèle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, vu que quand on détient le statut sportif de haut niveau, les écoles sont quand même vachement arrangeantes sur les horaires. C'est bien ça. Donc, ce qui permet qu'on peut continuer de s'entraîner à côté.
Donc jusqu'à temps que ça coince pas, je pense qu'on peut continuer. Est-ce que tu sais si tu pourras, enfin si tu peux déjà en vivre aujourd'hui du BMX? Alors aujourd'hui, pas du tout. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui arrivent à en vivre. C'est très rare en France. Ils en vivent surtout aux États-Unis. Okay. Mais oui, en France, je crois, pour pas dire de bêtises, je crois qu'ils sont seulement 2 à en vivre. 2? Ah oui. 2 ou 3. Et Après, je ne sais pas, je les connais pas personnellement, mais je pense qu'ils sont pas beaucoup. Est-ce que tu te souviens de ta première compétition et comment tu t'es sentie à ce moment-là? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, je me souviens très bien de cette première compétition. Alors Donc, j'étais clairement une touriste sur la piste. Ah bon? Je regardais partout autour de moi, au lieu de regarder tout droit et de gagner. Ouais. J'étais première, mais je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi. Dès qu'on criait, je regardais, je cherchais mes parents sur le bord de la piste, mais... Après, j'étais très jeune. T'avais quel âge? La première compétition, j'avais 5 ans. 5 ou 6 ans, je sais plus exactement. Ouais. Mais on était sur une course régionale, donc c'était tout nouveau pour moi. Et vraiment, je me baladais, puis j'ai gagné. Bah tant avec mieux, ma foi. Avec les garçons en plus. Ah oui, donc là, t'étais en compétition avec les garçons? Oui, parce que donc, dans ma région, on n'était pas assez de filles, donc j'ai toujours roulé avec les garçons. Toujours. Et encore aujourd'hui? Même encore maintenant, je roule avec les garçons. C'est intéressant ça. Du coup, comment tu te sens par rapport aux garçons? Quelle relation vous avez? Moi, j'ai beaucoup de copains d'enfance du vélo avec qui je reste en contact. Parce que c'est vrai qu'on a le BMX en commun, donc ça aide vachement. Ouais. Donc on roulait ensemble. Un coup c'est un garçon qui gagnait, un coup c'était moi. Et puis quand je gagnais, ils étaient pas contents. Ils disaient on s'est fait battre par une fille. Ah ouais. Et puis maintenant, à l'âge que j'ai, je roule avec les papas, les 30 ans et plus. D'accord. Donc du coup, quand j'arrive dans les pré-grises, qu'on appelle ça avant le départ, et les papas ils disent il y a Anaïs, tout ça. Enfin, ils essayent de comploter contre moi, mais ça me fait rire. Et puis ils rigolent aussi, ils sont pas méchants. Ouais. Mais qu'est-ce que ça te fait justement ces remarques de j'ai perdu contre une fille? Est-ce que ça te fait te sentir fière parce que tu te dis yes, je leur ai montré de quoi j'étais capable, ou tu te dis mais enfin pourquoi ils me considèrent d'abord comme une fille plutôt que d'abord comme une sportive? Justement, en fait, c'est le fait qu'ils disent... par exemple, quand j'étais petite, ils disaient « Oh, il y a Gant dans ma race ». Ils m'appelaient même pas par mon prénom. Ouais. Ils disaient « Oh non, il y a Gant dans ma race ». Je me disais « Mais je suis quoi? Je suis un monstre ou ça se passe comment ?» Et du coup, quand ils disaient « Oh, je me fais battre par une fille », moi, ça me faisait rire au bout d'un moment parce que bon, quand on te le répète 4 fois par course, t'en rigoles à la fin. Au début, c'est un peu vexant quand même. Ouais. Mais après, faut s'y habituer. Hein. D'accord. Donc tu t'es faite un petit peu à cette ambiance un petit peu masculine, un peu macho. Oui, exactement. Faut être habitué à avoir le regard des autres sur nous, parce que quand tu arrives dans un club et qu'il y a que des garçons et que t'es la seule fille, ils vont regarder comment tu roules. Après, il y en a qui viennent carrément à se moquer. Donc, Ah ouais? Ils se moquent de toi sur quoi? Pas forcément que sur moi, mais quand il y a certaines filles qui essayent, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont bloquées quand il faut sauter des bosses parce que c'est quand même pas trop facile, ça fait peur et tout ça. Ouais. Et il y a plein de garçons qui se moquent parce qu'elles n'y arrivent pas ou parce qu'elles sont braquées. Ouais, je vois. Et est-ce que tu as déjà eu des idées reçues sur ta discipline auxquelles tu as été confrontée? Oui, le BMX est un sport de garçon. Tu es un garçon manqué parce que tu fais du BMX. Ah ça, je l'ai entendu au moins 250 fois. C'est vrai? Pendant ma scolarité. Tu fais quoi comme sport? Du BMX. Ah mais c'est un sport de garçon. Ça, c'est le cliché type. Et est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote, un événement qui t'a fait te sentir ultra puissante un jour, genre sur le terrain? Ah oui, je sais. Un jour, donc quand j'étais en cadette, je suis allée sur une piste pour m'entraîner justement avant une course, parce qu'en gros, quand on est cadette, l'année d'après, on devait passer élite, parce qu'avant, il n'y avait pas la catégorie d'entre-deux, qui est la catégorie junior. Okay. Et donc, ils prenaient que 5 filles. Donc du coup, je crois que j'étais 5e, mais la 6e avait pas beaucoup de points sur moi, ou alors j'étais 6e, mais j'avais pas beaucoup de points sur la 5e, je sais plus exactement. Et donc, je suis allée m'entraîner sur cette piste, un samedi, avec des gens de mon club. Et j'arrive là-bas, je fais un tour d'échauffement et je tombe. Mais comme une débutante.
Ouais. Et je me fais triple fracture déplacée de la malléole. Impossible de poser le pied par terre, le pied il était complètement à l'écart de ma jambe. Donc le soir, je vais aux urgences. Ils m'annoncent qu'il faut que je me fasse opérer, je me fais opérer. Sauf que j'étais déterminée, la rentrée d'après, je devais rentrer en sport-études. Donc j'avais qu'une idée dans la tête, c'était en septembre, t'es sur tes pieds, t'es sur ton vélo, tu roules. Ouais. Donc 2 semaines après, j'avais déjà plus de plâtre. Ah Un ouais. mois après, j'avais plus de béquilles, je marchais. Putain. J'ai passé mes vacances d'été, donc ça c'était début juin que je me suis fait opérer. Donc début juillet, je marchais déjà avec une béquille, je crois bien. En Wow. août, je marchais normalement, j'étais en vacances. Et en septembre, j'ai intégré le sport-études de Saint-Étienne. Waouh. Et du coup, j'étais plus du tout dans les points pour passer élite, donc je devais aller dans une catégorie challenge, qui est la catégorie de 17 ans et plus. Ok. Mais je me suis dit, je vais faire une dérogation pour essayer de passer élite, pour expliquer mon cas, tout ça. Et donc j'ai fait la dérogation. La dérogation a été refusée. Ok. Je me suis dit, c'est pas possible et tout ça. Donc j'ai pris mon vélo et j'avais c'est pas que j'avais un blocage, mais j'avais jamais fait de butte format olympique. Donc la butte à 8 mètres où tu sautes en bas et que c'est vraiment une grosse bosse. C'est souvent un blocage qu'on a. D'accord. Et là, il y avait un grand et il m'a dit, allez, on monte et puis on va faire la première bosse. Et du coup, j'ai fait la première bosse, j'ai filmé et on a envoyé au référent pour lui dire, bah voilà, je pense que j'ai les capacités et tout ça. Et du coup, par hasard, un mois après, on a reçu comme quoi j'étais bien prise pour aller en catégorie élite. Mais c'est ouf. Et là, ça m'a donné une motivation énorme. Ce qui a fait qu'en élite, j'ai réussi à faire une finale, donc sur ce format olympique, justement. Ouais. Et là, j'étais vraiment super fière de moi. J'en ai pleuré tellement j'étais fière, parce que je venais tellement de loin, et que j'ai roulé toute l'année avec une vis dans la cheville. Donc, pour certaines personnes, ils vont se dire c'est rien, une vis, on le sent pas, mais je vous assure qu'une vis dans la cheville, on la sent. Vraiment, cette année, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis l'année d'après, on a continué comme ça, donc c'était top. Waouh, c'est incroyable comme histoire. J'ai eu énormément de blessures. Sauf que des fois, je reprends trop tôt, donc j'ai encore des petites douleurs cette année. Parce que l'année dernière, j'avais qu'une motivation, c'était d'être sélectionnée pour le championnat du monde, sachant qu'il n'y avait que 4 places en junior fille. Et je suis tombée sur une manche Europe, et ils m'ont détecté une fracture de l'humérus et de la tête de la clavicule. Mais j'avais 1 mois avant la course d'après, et je me suis dit, c'est pas impossible. Donc pendant 1 mois, j'ai rien fait, et la course d'après, j'étais sur mon vélo. C'est que des trucs comme ça. Toutes mes blessures, c'est pareil. Waouh, c'est fou. Et est-ce que du coup, t'as des athlètes, des sportives ou des femmes, tout simplement, pas forcément dans le sport, qui t'ont inspiré cette persévérance et cette motivation que t'as? Quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, c'est Axel Etienne, parce que c'est la première fille que j'ai connue, parce que c'était celle de ma région. Ok. Et elle roulait avec mon frère, et elle gagnait toutes les courses devant les garçons. Toutes. Ah ouais. Je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est trop forte. Et Axel, elle s'est aussi beaucoup blessée, elle a eu des blocages, parce que je la connais personnellement, vu que maintenant, c'est ma partenaire d'entraînement au pôle. Et on s'entend vachement bien, et quand, par exemple, j'ai peur de quelque chose ou quoi, elle est toujours là pour me rassurer, elle a toujours les mots. Donc je trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien, qui a les mots, qui est un très bon exemple aussi pour débloquer les filles, et qui encourage tout le monde. Est-ce que tu pourrais, en question de conclusion un petit peu, me donner le meilleur pep talk que tu as reçu dans ta vie? Tu sais, un pep talk, c'est ce qu'on te dit pour te motiver, soit de la part de ton entraîneur, de tes parents, tu vois, une phrase qui t'accompagne en fait et qui te donne la gagne. Alors, j'ai pas forcément de phrase, mais je sais que j'ai perdu mon parrain tôt aussi, et il me disait toujours tu vas y arriver, le BMX, tu sais très bien que tu vas y arriver, même si là tu n'y arrives pas, tu y arriveras et tout ça. Et souvent, dès que j'ai pas un coup de mou, mais dès que je fais un résultat que j'ai pas vraiment envie d'avoir, je me remémore cette phrase en me disant tu vas y arriver et tout ça. Après, mon père il me dit souvent ne te décourage pas, aie confiance en toi, parce que je suis une personne qui a pas du tout confiance en elle. Il me dit fais-toi confiance, tu sais que tu peux y arriver et tout ça. C'est surtout basé sur la confiance en soi que je n'ai pas. Merci beaucoup Anaïs d'avoir répondu à mes questions pour Conquérante. Eh bien merci à toi.